L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, ce matin nous mettons à l'honneur une ONG française, Eau et Vie, et son délégué général Philippe Deroux. Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Ken. À la COP28 à Dubaï, vous avez remporté le prix Zayed pour le développement durable dans le domaine de l'eau, soit une dotation d'1 million de dollars. Philippe, certains vous connaissent à KTO pour votre participation. Vous avez été un invité régulier de l'émission Déo et Débat à ses débuts. Entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, diplômé de l'ESSEC, vous avez cofondé Les Poissons Roses, un courant chrétien militant pour une justice sociale dans les domaines économiques, social, éthique et environnemental. Et puis, vous avez cofondé cette ONG Eau et Vie. Pour commencer, peut-être vous pouvez nous parler de cette aventure, comment elle est née, à partir de quel constat ? En fait, elle est née parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les bidonvilles urbains aux Philippines, dans le domaine du microcrédit d'abord, et puis j'ai eu la chance de vivre avec les familles, de passer des nuits à discuter, à voir comment les gens vivaient. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sur l'eau, mais à l'époque, j'avais pas toutes les cartouches permettant de monter ce projet. Et puis, un peu par hasard, en France, je suis rentré et puis j'ai monté une entreprise sociale, on ne disait pas ça à l'époque, en 2004, repris puis développé une entreprise qui était spécialisée dans la plomberie, qui faisait de la réinsertion par la plomberie. Et en fait, Eau et Vie est né au croisement de la connaissance un peu assez intime de ces bidonvilles, du microcrédit et de la plomberie. Donc c'est une idée que j'ai eue en 2008, partagée avec Valérie Dumont, qui était une collègue aussi avec moi d'une ONG dans laquelle on travaillait, et on a monté le projet ensemble. Et c'est quoi l'enjeu autour de l'eau potable et de l'assainissement ? En fait, dans un bidonville, les gens, comme tous les services, plus vous êtes pauvre, plus vous avez des services de mauvaise qualité et qui sont chers. C'est vrai pour le microcrédit, vous n'avez pas accès à la banque, donc vous allez voir les usuriers qui vous prennent des taux de 20% par mois. Et vous n'avez pas accès à l'eau, donc vous allez voir des revendeurs illégaux, vous allez faire la queue à la borne fontaine, etc. Et donc l'eau est stockée dans des containers impropres et coûte 3, 4, 5 fois plus cher que pour les personnes riches ou classe moyenne qui vivent et qui sont raccordées au réseau. Toujours la même règle, plus vous êtes pauvre, plus vous payez cher pour un service de mauvaise qualité. Et donc l'eau, évidemment, est un énorme sujet, en particulier pour les femmes qui doivent à 3h du matin, dans les bidonvilles, aller faire la queue. Il y a des querelles, ça coûte cher, l'eau est de mauvaise qualité. Enfin, l'eau, c'est vraiment un enjeu clé. Or, pourtant, c'est vital de fait pour les familles. C'est complètement vital. Et c'est là que nous, on a proposé une solution nouvelle dans le bidonville où... En fait, on a proposé de mettre de l'eau au robinet à la maison. Une maison en moyenne, c'est 10 mètres carrés dans un bidonville. Dans chaque maison d'un bidonville qu'on cible. Et c'est ça qui est complètement nouveau. C'est-à-dire avant, c'est 10% des gens un peu au bord de la route sur l'eau qui revendent derrière beaucoup plus cher, avec un mix piratage illégal, borne fontaine, etc. Et nous, on a dit, voilà, bidonville, 500 familles, 2000 personnes, 3000 personnes, et on va viser tout le monde, y compris les plus pauvres, qui sont en général au fond des bidonvilles, pour mettre fin au piratage, mettre fin à cette économie un peu grise et qui finalement ne profite pas comme un bien commun à tout le monde. Et ça devient un service gratuit ? Non, c'est un service payant, bien sûr, parce que comme on dit souvent, tout ce qui est gratuit n'est pas durable, et tout ce qui est durable n'est pas souhaitable. Tout ce qui n'est pas durable n'est pas souhaitable. Donc ça peut pas être gratuit, bien sûr, mais c'est moins cher. C'est de l'eau moins chère que les systèmes informels avant. Et pour une qualité qui n'a rien à voir. Vous avez l'eau à la maison et vous êtes surtout facturé par des collecteurs issus des bidonvilles, ça c'est la méthode du microcrédit adapté à l'eau, qui viennent toquer à votre porte tous les jours ou toutes les semaines pour une petite facture de 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que demander à des gens des bidonvilles qui vivent dans l'informel de payer une facture tous les 3 mois de kilomètres de chez eux, c'est très difficile parce qu'ils sont dans la survie quotidienne. Or, si vous êtes tous les jours, toutes les semaines, en porte-à-porte, avec le sourire, à toquer à la porte, bonjour, on a relevé vos compteurs, aujourd'hui c'est 10, 15, 20, 30 centimes, et bien les gens payent et sont capables du coup de respecter le contrat. Ce qui change complètement leur vie, les rend fiers, ils ont une facture, ils ont une adresse d'une certaine manière, ils peuvent l'utiliser et il y a une vraie fierté à être un client qui paye avec un service en plus derrière. Donc il faut assurer ce service
Et donc, que ce soit donc, les paiements et puis la maintenance, évidemment, hein, les fuites, les réglages, la chloration quand il le faut, on chlore quand il y a besoin. Voilà, toute la vie normale d'un petit opérateur d'eau, comme qui la même que celle que les gros, hein, d'ailleurs. Et vous avez évoqué l'accès à l'eau, mais c'est aussi l'assainissement, l'éducation à l'hygiène, la formation et l'équipement à la lutte contre l'incendie, la gestion des déchets. En quoi consiste votre travail justement en lien avec les opérateurs d'eau et les autorités locales qui sont des interlocuteurs incontournables pour vous? Alors, nous, notre spécialité, c'est de la gestion de la complexité, hein. Comme tous les travaux dans l'entrepreneuriat social, on est sur des complexités sociales, hein, et parfois techniques. Bon. C'est quoi le bidonville? C'est une complexité urbaine parce que c'est des zones dans des coins où personne ne veut aller, c'est des zones qui ne sont jamais dans la priorité des plans d'urbanisme, c'est la violence, la drogue, donc les complexités sociales, c'est des mauvais, les opérateurs qui disent qu'ils ne paieront jamais, la mairie qui a un mauvais regard, etc. Bon. Les pompiers, quand il y a le feu, qui n'y vont jamais. Donc, c'est arrivé. Notre première capacité, c'est déjà à arriver à mettre tous les gens autour de la table. On va construire un réseau d'eau, il faut le maire. Je suis d'accord, il faut qu'on perce les routes, il faut qu'on passe des tuyaux. Et c'est pas la priorité, hein, dans les villes, elles grossissent de manière exponentielle, hein. Vous avez à Dakar ou Manille 200 000 nouveaux habitants par an. Je dis bien 200 000 nouveaux habitants par an, dont la moitié vont rejoindre des bidonvilles, hein. Donc, c'est des enjeux énormes. Donc, il faut mettre le maire autour de la table, il faut mettre l'opérateur d'eau parce que lui, il ne sait pas gérer dans ce coin-là. Il se fait piquer son eau, il ne sait pas faire de la facture en porte-à-porte tous les matins, quoi. C'est pas son métier. Et puis, il ne sait pas faire tout le travail social de renforcement communautaire qui permet que les gens les plus positifs, les leaders positifs émergent et soient capables de porter une voix différente de celle des leaders qu'on dit traditionnels, qui sont parfois dans des business un peu louches ou des choses un peu différentes. Voilà. Donc, il faut mettre le maire, l'opérateur d'eau, la communauté, dans ce qu'elle a de bon, et puis après nos équipes, hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre capacité, c'est vraiment de la gestion de complexité. C'est pour ça qu'on est très peu à le faire. Dans combien de pays vous intervenez, Philippe Deroux? On travaille aux Philippines et au Bangladesh, hein. Donc on est sur 27 bidonvilles, on touche tous les jours 53 000 personnes, et on ouvre des bidonvilles, voilà, régulièrement, hein. Et donc ça reste évidemment une goutte dans l'océan, mais c'est un modèle qui commence à faire parler de lui, hein, d'où d'ailleurs ce prix qu'on a eu et dont on est très 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 content. Oui, votre ONG donc était lauréate du prix Zayed dans le domaine de l'eau, le prix Zayed du nom du fondateur des Émirats Arabes Unis, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nayad, qui veut encourager le développement durable et l'action humanitaire dans le domaine de la santé, l'alimentation, l'énergie, l'action climatique, les lycées et l'eau, donc qui correspond à votre domaine d'action. Vous avez remporté ce prix remis dans le cadre de la COP28 à Dubaï, qui se conclut d'ailleurs ce mardi 12 décembre. Que représente pour vous ce prix et qu'allez-vous faire de cette dotation d'1 million de dollars? Alors déjà, ce prix, c'est quand même une grande fierté. Il y avait 5000 dossiers qui ont été remis, donc on est 4 parmi 5000 du monde entier. C'est vrai que ça a pris une résonance très particulière parce que ça a été remis au premier jour d'ouverture de la COP devant les dizaines de chefs d'État. Donc c'était vraiment impressionnant, hein, et une vraie belle reconnaissance, et nos équipes étaient super fières. Donc je sais que c'est remonté partout. Nos équipes qui sont à la fois dans les bidonvilles, à la fois nos fonctions support, etc. en France, aux Philippines, au Bangladesh, c'était vraiment une immense fierté. Après, nous, ce qu'on va faire de cet argent, on va connecter plus de gens, hein. On va raccorder nos nouveaux bidonvilles. On est par ailleurs en train de faire une étude de faisabilité qui avance assez sérieusement au Kenya, pour ouvrir des boutiques au Kenya. On travaille pour améliorer nos services, pour former. Il y a des énormes besoins de formation. On a aussi des besoins de développement de software. On a développé un software extrêmement qui marche très bien et qui permet la collecte de l'eau avec des petits smartphones, etc. Mais il y a toujours des briques nouvelles qui nous permettent de gagner du temps et de nous développer en dépensant moins. Donc voilà, c'est un petit peu tous les axes de ce prix. Après, nous, j'encourage les auditeurs, hein, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est pas fini, l'argent, on en cherche un peu tout le temps. Et les bidonvilles, c'est pas ça qui manque. Quel est l'enjeu justement, Philippe Deroux, au niveau mondial autour de cette question de l'eau dans les quartiers pauvres, en articulation en particulier avec la question des changements climatiques?
Alors, d'abord, c'est un enjeu. Là, je dis souvent, les chiffres sont faramineux. Hein. On a là, 50% de la population est urbaine aujourd'hui. Ça sera 2 tiers de la population sera urbaine en 2050. Hein, donc c'est demain quoi. Et la moitié de cette croissance urbaine, hein, ça c'est des chiffres nus, se fait dans les périphéries précaires, hein, les bidonvilles. Donc c'est des villes comme moi quand la première fois que je suis arrivé à Manille en 1995, il y avait 8 millions d'habitants. Il y en a plus du double aujourd'hui. Hein, donc avec des croissances phénoménales, des zones rurales, d'augmentation de la population, et puis avec toutes les périphéries précaires hein, qui sont associées à ça. C'est un énorme enjeu déjà de pouvoir donner accès aux services essentiels, l'eau en premier lieu, à ces gens-là. Parce que sinon les villes sont des cauchemars urbains dans lesquels c'est inhabitable. Et pour revenir sur la question climatique dont vous parliez, il se trouve que, comme souvent, les plus vulnérables sont aussi les plus vulnérables au changement climatique. On travaille dans 2 pays, Bangladesh et Philippines, qui sont les 2 pays en première ligne, hein, les plus vulnérables au changement climatique. Les Philippines, montée des océans, Bangladesh aussi, typhons, plus grande fréquence et plus grande violence des typhons. Bangladesh, montée des océans, salinisation des nappes. Voilà, donc c'est des enjeux énormes. Donc il faut arriver à investir là-dedans. Alors il faut évidemment décarboner, c'est un vrai sujet, le sujet de la COP, etc. Mais on dit souvent aussi, attention, il y a mettre l'eau à la maison, ça évite énormément d'énergie perdue, quoi. Bon, puis après, vous mettez l'eau, on en reparlait tout à l'heure, on peut vraiment parler d'hygiène du lavage de mains, on peut vraiment mettre des bornes anti-incendie et parler donc de lutte contre le feu. On peut parler d'environnement sain. On peut parler de déchets et d'assainissement petit à petit. Ouais. C'est le pape François, Philippe Deroux, qui pointe, on le sait bien, dans sa première encyclique, Laudato Si, puis Laudate Deum, Oui. combien les personnes les plus fragiles sont les victimes de ce changement climatique. Vous deviez rencontrer le pape François à Dubaï, mais sa visite, on le sait bien, a été annulée à la demande de ses médecins. Pour vous, quel rôle les chrétiens ont-ils à jouer face aux défis climatiques, mais précisément auprès ou avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées? Alors oui, effectivement, j'avais eu la chance d'avoir une audience très gentiment. J'ai eu via le cardinal Parvin que j'ai pu rencontrer une petite lettre personnelle à l'intention, enfin mon intention et puis celle de notre ONG. Donc disant qu'on se reverrait probablement et que ce sujet-là est évidemment au cœur de ses préoccupations. Donc le message des chrétiens, c'est un message de veille, hein, évidemment des plus pauvres, on ne peut pas les laisser au bord de la route, il faut travailler avec eux, hein, il ne faut pas les regarder de haut. Nous, tous nos projets, on part des besoins des bénéficiaires, on travaille avec eux et on fait remonter le besoin et on travaille en fonction de cela. Et puis il y a cette question d'être capable d'être le gardien hein, de notre maison commune, qui est un fondement pour les chrétiens, mais pas uniquement. Hein. Il y a eu des cris communs là-dessus, notamment à Dubaï il y a quelques années avec le grand imam d'Al-Azhar. Il y a eu des textes communs avec d'autres grandes religions. Donc cette sauvegarde de la maison commune est un enjeu hyper clé face à une forme d'utilitarisme, de matérialisme commun et qui fait que les solutions ne pourront pas avancer hein, sans une démarche aussi de reconnaissance des limites et d'ordre un peu spirituel. En une minute, Philippe Deroux, pour conclure, je voudrais qu'on mentionne votre dernier ouvrage, La Révolution des Hobbits, qui a été publié aux éditions de l'Escargot il y a 3 ans, parce que certains peuvent se sentir écrasés, impuissants devant la réalité complexe de notre monde. Vous dites que la transformation du monde, c'est pas que dans les mains des élites et des puissants. Non, et je pense même que pour reprendre c'est l'objet de mon livre, hein, Tolkien montre que c'est l'inverse, justement, l'anneau de la démesure, il doit être mis entre les mains de gens simples. Les gens simples, c'est pas des gens idiots, c'est des gens qui ont des goûts simples. Et il faut que ce soit eux qui soient au levier de l'autorité, du pouvoir, parce que quand ce sont les puissants, comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, ils partent en orbite, ils partent en live, ils sont soumis à l'orgueil de la démesure. Et donc, c'est une vraie image, ces gens simples, ces gens au goût simple, c'est eux qui doivent y aller, parce que en fait, la préservation de la maison commune passe par une plus grande sobriété,
qui n'est pas une vie asséchée, au contraire, mais aussi par le fait de valoriser ce qui compte le plus. Hein, et pour ça, c'est pas forcément de viser d'avoir un jet. Merci beaucoup Philippe Deroux, délégué général de OEVI, cette ONG française qui agit dans le domaine de l'eau. Je rappelle votre site internet oevi.fr pour ceux qui veulent en savoir plus ou vous soutenir. Et encore félicitations pour ce prix Zayed que vous avez remporté autour de développement durable à la COP28. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir.